Bonjour, je me présente rapidement. Je suis Élodie Deschintres, candidate au doctorat sous la supervision des professeurs Catherine Morancy et Martin Trépanier à Polytechnique Montréal. Ma thèse vise à modéliser les interactions entre différents modes de transport et ces interactions ont bien sûr été impactées par la pandémie de Covid-19, d'où les analyses que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui ont également été présentées au colloque annuel de la chaire mobilité le 19 mai 2022. Donc, voici le plan de ma présentation avec les étapes habituelles, contexte, données, méthodologie, résultats, conclusions et perspectives. Le contexte, on commence à tous très bien connaître. Donc, comme vous le savez probablement déjà, les mesures mises en place par les gouvernements pour freiner la propagation du coronavirus ont entraîné une diminution de la demande de transport, tous motifs confondus. Mais les impacts auxquels on va surtout s'intéresser dans cette présentation, ce sont les changements dans l'utilisation des modes de transport et les parts modales correspondantes. Globalement, ce qui est rapporté dans la littérature, ce sont des transferts modaux depuis les modes collectifs, notamment le transport en commun, vers des modes individuels, par exemple les modes actifs et l'automobile privée. Face à ces constats, on a souhaité évaluer la situation à Montréal en regardant les impacts dans l'espace et dans le temps de la pandémie. Donc d'abord sur l'achalandage du métro en tant que mode structurant par excellence, puis sur ses interactions avec d'autres modes de transport. Alors pour se remémorer un petit peu les événements, puisque le début de la pandémie commence à remonter à un certain temps maintenant, j'ai résumé ici ce qui s'est passé à Montréal. Donc, globalement, les événements peuvent être regroupés en 3 grandes périodes d'alerte avec 4 confinements durant lesquels la majorité des commerces et des services ont été fermés. Et ces périodes d'alerte ont été entrecoupées par 2 grandes périodes de relâchement où il y a eu plusieurs assouplissements. À toutes ces mesures gouvernementales se sont également ajoutées des mesures qui ont été mises en place spécifiquement pour le transport en commun. Et vous allez voir dans les analyses qui vont suivre que 2 de ces mesures ont eu un impact significatif sur l'achalandage du métro. On va voir lesquelles plus tard. Donc, les données qui ont été utilisées dans cette recherche sont principalement des données passives disponibles sur 3 années complètes, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour 4 modes de transport. Pour le métro, on a toutes les validations du système Opus. Pour le vélo, on a sommé 7 compteurs qui ont été sélectionnés et que vous voyez sur la carte. Pour l'automobile, on a combiné plusieurs compteurs situés sur le pont Jacques-Cartier, de manière à avoir en fait des comptages continus sur toute la période étudiée. Et enfin, pour l'autopartage, on a eu accès aux données transactionnelles de Communauto, à la fois pour le service Flex et le service basé station. Ces données, elles ont été agrégées par jour et les courbes correspondantes sont représentées à droite, tandis que le tableau de gauche compare l'achalandage quotidien moyen des années 2020 et 2021 par rapport à 2019. Donc, ces résultats ils nous permettent de voir que pour le métro, le nombre moyen d'entrées a diminué d'environ 60% par rapport à 2019. En 2020, cette diminution, elle était assez bien répartie entre jours ouvrables et jours non ouvrables, mais on voit qu'en 2021, les jours non ouvrables ont été un peu moins impactés que les jours ouvrables. Pour le vélo, on constate que son utilisation est restée assez constante en 2020 par rapport à 2019. Mais par contre, si on distingue jours ouvrables et jours non ouvrables, on voit qu'il y a eu une augmentation du nombre de comptages pendant les jours non ouvrables, donc probablement plus pour des activités récréatives, et à l'inverse, une diminution des comptages pendant les jours ouvrables. Cette observation, elle est encore plus visible en 2021. Et globalement, on observe aussi en 2021 une augmentation de l'utilisation du vélo de 5%. Pour l'automobile, le flux circulant
le flux de véhicules circulant sur le pont Jacques-Cartier n'a pas réatteint son niveau de 2019, il est resté inférieur. Et on voit qu'en 2020, ce sont les jours non ouvrables qui ont été le plus impactés, mais encore une fois, c'est l'inverse qui est observé en 2021. Donc cette fois-ci, ce sont les jours ouvrables qui finalement ont été les plus affectés. Pour le communauto, donc pour l'autopartage, on a étudié 2 indicateurs qui sont représentés à droite. Donc en haut, c'est le nombre de réservations par jour et en bas, c'est le nombre total d'heures de réservation par jour qu'on a calculé en sommant toutes les durées de réservation. Et donc, on peut voir que avec ces graphiques, que finalement, les profils sont complètement inversés selon l'indicateur qu'on regarde. Donc, par exemple, même si le nombre de réservations avec le service Flex a diminué en 2020 par rapport à 2019, le nombre total d'heures de réservation, lui, a augmenté, ce qui signifie qu'en moyenne, les réservations ont duré beaucoup plus longtemps. Donc, au-delà de ces simples statistiques descriptives, on a également développé une méthodologie en 3 étapes. Premièrement, on a cherché à détecter des points de rupture, c'est-à-dire des points où il y a eu un changement important dans l'achalandage du métro. Ceci, c'était pour pouvoir diviser les données en plusieurs segments ou phases. Ensuite, en deuxième lieu, on a analysé la variabilité spatio-temporelle des impacts pour chacune de ces phases. Et finalement, on a modélisé les interactions entre le métro et les autres modes de transport. Toutes les méthodes qui ont été appliquées ici sont des méthodes d'analyse et de modélisation de séries temporelles que je ne vais pas détailler. Je vais plutôt insister sur les résultats. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à me contacter. Je vais donner mon adresse courriel à la fin de la présentation. Donc, première étape, détection de points de rupture. Donc, comme j'ai dit précédemment, le but, c'était d'identifier des points où il y a eu un changement significatif dans l'achalandage du métro. Et ceci, c'était pour pouvoir déterminer quelles mesures et événements ont eu le plus d'impact sur le métro de Montréal. Et dans un deuxième temps, on va également chercher à quantifier ces impacts. Donc, voici les résultats. La méthode utilisée, elle a permis d'identifier de manière automatique et objective 9 points de rupture et donc 10 phases dans les données. Je vais vous décrire maintenant ces 10 phases. Donc, la phase 1, ça correspond à la période pré-Covid, c'est-à-dire avant la pandémie en 2019. Ensuite, on entre dans la phase 2 le 13 mars 2020. Donc, c'est la fameuse date à partir de laquelle le premier confinement a commencé. À ce moment-là, l'achalandage quotidien moyen a diminué d'environ 75%, mais on voit qu'en fait, on voit dans le graphique que cette diminution a en fait été assez progressive. À la phase 3, l'urgence sanitaire a été déclarée à Montréal et l'achalandage du métro, qui est à son niveau le plus bas, a tendance à se stabiliser. Mais on voit qu'à la fin de la phase 3, le nombre d'embarquements recommence à augmenter, tout simplement parce qu'en mai 2020, il y a eu plusieurs mesures d'assouplissement. Mais d'après la méthode, la reprise de l'achalandage du métro est significative seulement à partir de la phase 4 et le début de cette 4e phase correspond à la date à partir de laquelle on a commencé à distribuer gratuitement des masques dans les stations de métro. Donc, c'est une des 2 mesures qui a eu un impact important sur l'achalandage du métro et qui a donc eu l'effet escompté, c'est-à-dire redonner confiance aux usagers dans l'utilisation du métro. La 2e phase qui a eu un impact significatif pour la reprise de l'achalandage du métro, c'est le retour de la validation des titres dans les bus. Donc, ce qu'on peut supposer ici, c'est qu'une partie des usagers du métro s'est tournée vers le bus lorsqu'il y a eu arrêt de la perception tarifaire,
mais ces mêmes usagers sont revenus vers le métro lorsqu'il a fallu à nouveau valider et donc payer son titre de transport. La phase 6 ne peut pas être associée à un événement particulier, mais elle correspond à l'été et à l'automne 2020, période durant laquelle il y a eu pas mal d'assouplissements. La phase 7 est équivalente au 3e confinement pendant les fêtes de fin d'année 2020. La phase 8 débute avec la réouverture des commerces en février 2021 et elle se poursuit jusqu'à fin août 2021, date à laquelle il y a la rentrée scolaire en présence dans toutes les écoles et les universités. Donc ça correspond à la phase 9 ici et on voit que cela a conduit à une augmentation importante de l'achalandage du métro. Et finalement, Omicron arrive et on entre dans la phase 10. Donc, en résumé, pour toute la période étudiée, on a 4 phases associées à des événements qui ont eu un impact négatif sur l'achalandage du métro et cet impact a été immédiat. C'est-à-dire que la mesure a été mise en place et le lendemain, l'impact de cette mesure sur l'achalandage du métro était visible. Inversement, pour les 5 phases de reprise, on a eu un impact qui était plutôt progressif et également un impact croissant. C'est-à-dire que même si il y a eu différents moments de crise, l'achalandage du métro n'a cessé d'augmenter, comme on peut le voir ici, et il n'a cessé de se rapprocher de son niveau de 2019 jusqu'à atteindre son maximum à la phase 9, c'est-à-dire au moment où il y a eu la rentrée scolaire d'automne 2021. Donc jusqu'à maintenant, les analyses que j'ai présentées, c'était des analyses au niveau agrégé par jour pour tout le système complet. Mais dans une deuxième étape, on a cherché à regarder ça de manière plus précise dans le temps et dans l'espace. Et la question qui s'est posée, c'est quels sont les types de jours, les périodes de la journée et les stations qui ont été les plus impactées. Donc, vous avez ici les profils horaires moyens pour chacune des phases, sachant que la phase 1, c'est-à-dire la phase pré-Covid, est représentée en noir et en pointillé. Donc, c'est notre base de comparaison finalement. En semaine, on voit que les périodes de pointe du matin et de l'après-midi sont toujours très visibles, même si la période de pointe du matin a eu tendance à diminuer durant plusieurs phases et également elle a eu tendance à se décaler un petit peu plus tôt dans la journée, ce qui est probablement lié aux horaires des travailleurs essentiels. Pour les jours de fin de semaine, on a une période de pointe qui est apparue en matinée. Donc là, plusieurs hypothèses possibles. Ça peut être là aussi lié aux horaires des travailleurs essentiels ou bien peut-être à des gens qui ont décalé leurs activités un petit peu plus tôt dans la journée pour éviter les files d'attente qu'il y avait devant les magasins au début de la pandémie. Au début de la pandémie, on a également eu à un moment donné des périodes réservées à certains types de clientèle, le personnel soignant, les personnes âgées, qui avaient un accès prioritaire au magasin. Je crois que c'était de 8h à 9h. Donc, bref, toutes ces choses-là pourraient avoir participé à cette pointe du matin qui est observée durant les premières phases de la pandémie. La période de l'après-midi a elle aussi augmenté, mais par contre, les déplacements en soirée et pendant la nuit ont à l'inverse diminué du fait de la fermeture des bars et des restaurants. On voit également l'impact du couvre-feu à 20h à partir de la phase 7. Si maintenant on fait un petit zoom sur la phase 9, c'est-à-dire la période qui correspond à l'automne 2021, c'est la période qui ressemble le plus à une certaine normalité, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la rentrée scolaire en présence. Donc, on voit avec les profils horaires moyens que finalement, les périodes de pointe ont diminué au profit de la période interpointe pendant les jours de semaine et les déplacements ont augmenté durant l'après-midi
en fin de semaine et à l'inverse ont diminué en soirée et la nuit. Si maintenant on regarde les impacts moyens par type de jour et par période de la journée, donc ce sont les résultats qui sont présentés dans le tableau, on voit que finalement ce sont les jours ouvrables et les périodes de pointe et du soir qui ont été les plus impactés. Au niveau spatial, on a construit une typologie de stations. Donc, à droite, vous voyez les groupes de stations obtenus et à gauche, ce sont les profils moyens correspondants, sachant que le Y représente la différence d'achalandage entre chacune des phases par rapport à la phase 1, donc la phase pré-Covid. Donc, ça veut dire que plus les courbes sont basses dans le graphique, plus la station a été impactée. Donc, d'après ces résultats, les stations qui ont été les moins impactées au début de la pandémie sont les stations Champ de Mars, qui est située à proximité du CHUM, donc le plus grand hôpital de Montréal, et également la station de la Savane, qui est, elle, située dans une grande zone industrielle. La station du collège en violet a un profil un peu particulier qui est en fait dû à un événement extérieur. C'est la fermeture de la station Côte-Vertu qui a probablement entraîné un report d'usagers vers la station du collège. Donc, parmi les stations les plus impactées cette fois, on a les stations du centre-ville, bien sûr, et les stations situées aux extrémités des lignes de métro, ainsi que les stations proches des universités et des écoles. Toutefois, on peut voir que à la phase 9, donc au moment de la rentrée scolaire d'automne 2021, ces stations sont en fait celles qui ont récupéré le plus d'achalandage. Donc, pour mieux expliquer cette typologie de station, on a également calculé différentes variables de voisinage pour caractériser ce qui entoure les stations. Et donc, on a calculé des variables sur l'utilisation du sol, les points d'intérêt, la catégorie d'emploi et les revenus médians. Donc, je ne vais pas aller dans les détails pour ces résultats, mais en gros, globalement, ce qui est observé, c'est que la présence d'industries, d'écoles ou d'universités et d'emplois dans le secteur de la santé est associée à une plus faible baisse d'utilisation des stations. Enfin, troisième et dernière étape, la modélisation des interactions entre les modes. Donc, on a ici modélisé deux phénomènes. Premièrement, les impacts directs des mesures mises en évidence précédemment sur les autres modes de transport et ensuite les impacts de ces mesures sur les relations entre les modes. Donc, voici les modèles obtenus. Pour le métro, rien de nouveau, ce sont les mêmes impacts que ceux qui ont été vus précédemment, donc avec 4 phases liées à un impact négatif et 5 phases de reprise. Par contre, ces impacts ont parfois eu des directions complètement opposées pour les autres modes de transport, c'est-à-dire que quand l'achalandage du métro diminuait, à l'inverse, l'utilisation des autres modes augmentait et vice-versa. C'est particulièrement visible pour le vélo et l'automobile privée au début de la pandémie. Pour l'autopartage, on observe au tout début de la pandémie, au premier confinement, d'abord une diminution des heures de réservation, mais ensuite, dans pratiquement toutes les étapes, les phases suivantes de la pandémie, il y a eu une augmentation des heures de réservation. À l'automne 2021, c'est l'utilisation de quasiment tous les modes de transport a augmenté. En ce qui concerne les interactions entre les modes de transport, je vais vous donner directement le bilan qui révèle un résultat totalement unanime, c'est-à-dire que l'interaction entre le métro et tous les autres modes de transport étudiés a diminué. Alors maintenant, il reste à faire des analyses plus approfondies pour savoir quels types d'interactions ont été les plus impactés. Est-ce que c'est les relations d'intermodalité, quand plusieurs modes sont combinés pour faire le même déplacement, ou d'autres types d'interactions.
Donc, mes conclusions, je ne vais pas les répéter, mais en gros, ça amène à se questionner sur le rôle du transport en commun dans un monde post-pandémique, en particulier à quel type de besoins il doit répondre. Est-ce qu'on doit encore se baser seulement sur les déplacements domicile-travail en période de pointe et également avec quel autre mode de transport le transport en commun doit être intégré pour aider la reprise de l'achalandage et améliorer sa résilience. Donc, il y a différentes perspectives possibles. Je vous les laisserai lire en faisant pause sur la vidéo. Et je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si jamais vous avez des questions. Merci.